Électrochoc, le podcast des électrons libres. Trop bio pour être vrai. Chapitre 5, le bio qui cache la forêt. Aujourd'hui, nous avons abordé le thème des alternatives à l'agriculture biologique. Un sujet passionnant car on a souvent l'impression qu'il n'y a que le bio pour sauver la planète. Exactement, Max. Le bio a tellement pris la lumière dans le débat public qu'on en oublie parfois de regarder ce qui se passe à côté. Et pourtant, il y a tout un monde d'innovations et de pratiques agricoles qui méritent notre attention. On pense souvent le débat de manière très binaire. D'un côté, l'agriculture intensive, avec de hauts rendements mais un impact local fort. De l'autre, l'agriculture extensive, souvent bio, plus douce sur la parcelle, mais qui demande beaucoup plus de surface pour produire la même chose. C'est le fameux dilemme entre land sparing, préserver la nature en cultivant de manière très efficace sur de petites surfaces, et land sharing, partager l'espace entre agriculture et biodiversité. Mais cette opposition est peut-être en train d'être dépassée. Absolument. Une troisième voie émerge et fait de plus en plus consensus scientifiquement, l'intensification écologique. Le nom peut paraître paradoxal, mais l'idée est simple. Produire autant, voire plus, mais en améliorant l'impact sur l'environnement. C'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est ça, on ne sacrifie ni les rendements ni l'écologie. Et pour y arriver, les agriculteurs ont toute une palette d'outils à leur disposition. On peut commencer par ce qui se passe dans le sol, par exemple. Bonne idée. Le premier levier, c'est la gestion de ce qu'on appelle l'assolement. En clair, il s'agit de diversifier et de faire tourner les cultures sur une même parcelle. Au lieu de faire blé sur blé, on alterne. Et ça change tout. En variant les cultures, on casse le cycle de vie des maladies et des ravageurs. Résultat, on a beaucoup moins besoin d'utiliser de produits phytosanitaires. C'est bon pour la biodiversité, pour la santé du sol et au final, pour la productivité. Dans la même logique, il y a les couverts végétaux. Entre deux cultures principales, comme le blé et le maïs, au lieu de laisser le sol à nu, on sème des plantes spécifiques, comme du trèfle ou de la moutarde. C'est un peu comme mettre un manteau sur le sol. Ça le protège de l'érosion par la pluie et le vent, ça améliore sa structure et ça capte les nutriments qui resteraient, comme l'azote pour éviter qu'il ne pollue les nappes phréatiques. C'est une technique vraiment gagnante sur tous les plans. Un autre levier, et non des moindres, c'est l'amélioration des plantes elles-mêmes. On cherche à créer des variétés plus robustes, qui résistent mieux aux maladies ou à la sécheresse. C'est une pratique aussi vieille que l'agriculture, la sélection. Mais aujourd'hui, les biotechnologies nous donnent des outils incroyablement précis. On parle par exemple d'édition génomique, avec des technologies comme CRISPR-Cas9 qui permettent de modifier très précisément un gène sans ajouter d'ADN étranger. On peut ainsi activer une résistance naturelle que la plante possède déjà. C'est fascinant, mais c'est important de noter que ces techniques, bien que prometteuses pour une agriculture plus écologique, sont pour l'instant interdites par le cahier des charges du bio. C'est un des paradoxes. Parlons aussi du travail du sol. Pendant des décennies, le labour profond était la norme. On retournait la terre pour préparer le champ. Oui, mais on s'est rendu compte que ça abîmait la vie du sol. Le labour détruit l'habitat des vers de terre, des micro-organismes et libère du carbone dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on développe des techniques culturales simplifiées où l'on travaille le sol beaucoup moins, voire plus du tout. C'est le semi-direct. On sème directement dans le couvert végétal de la culture précédente. Le sol est plus vivant, plus riche en matière organique et il stocke beaucoup plus de carbone. Un vrai plus pour le climat et la biodiversité. Le défi, c'est que sans labour, les mauvaises herbes peuvent proliférer. C'est pourquoi cette technique est souvent difficile à mettre en œuvre sans utiliser un peu d'herbicide, ce qui la rend, là encore, incompatible avec le bio. Et la technologie dans tout ça, elle a aussi un rôle immense à jouer. Je pense notamment à l'agriculture de précision. Ah oui, grâce aux drones, aux capteurs, aux satellites et à l'intelligence artificielle, un agriculteur peut savoir exactement ce dont sa parcelle a besoin, et même ce dont chaque plante a besoin, au mètre carré. C'est ça, au lieu d'arroser ou de fertiliser tout le champ de la même manière, on apporte la juste dose d'eau ou de nutriments uniquement là où c'est nécessaire. On fait des économies massives d'intrants, ce qui est bon pour le portefeuille de l'agriculteur et pour la planète. On pourrait aussi parler de l'agroforesterie, qui consiste à réintroduire des arbres au milieu ou en bordure des champs. Ça crée des corridors pour la biodiversité, ça protège les cultures du vent, ça améliore le sol. Bref, les bénéfices sont multiples. Toutes ces pratiques sont donc des alternatives crédibles.
mais comment le consommateur peut-il s'y retrouver? Existe-t-il des labels pour les reconnaître? Oui, même s'ils sont moins connus que le label AB. Il y a par exemple le label Au cœur des sols, qui valorise l'agriculture de conservation des sols, basée sur le non-labour, la couverture végétale et la diversification des cultures. Les études montrent que ce modèle obtient d'excellents résultats. Une biodiversité du sol parfois meilleure qu'en bio, un meilleur bilan carbone et une perte de rendement très limitée par rapport au conventionnel. Il y a aussi le label HVE, pour haute valeur environnementale. Il est un peu plus souple et se base sur des indicateurs de performance liés à la biodiversité, la gestion des engrais, de l'eau et des produits phytosanitaires. Ce label est parfois critiqué pour son manque d'exigence par certains acteurs du bio, mais son succès montre qu'il répond à une attente. Il permet de valoriser des démarches de progrès très variées. Ce qui est important de retenir, c'est que le paysage agricole est bien plus riche et complexe qu'on ne l'imagine. Le bio est une voie, mais ce n'est pas la seule. Exactement. En se focalisant uniquement sur le bio, on risque de laisser dans l'ombre des modèles tout aussi, voire plus performants sur certains critères environnementaux, simplement parce qu'ils ne cochent pas toutes les cases d'un cahier des charges très strict. L'enjeu, c'est de ne pas opposer les modèles, mais de s'inspirer des meilleures pratiques de chacun pour construire l'agriculture de demain. Une agriculture productive, résiliente et véritablement durable. Une conclusion parfaite, Max. L'avenir de l'agriculture est certainement pluriel, et c'est une excellente nouvelle. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.